Bonsoir Hervé Morin. Bonsoir, Merci Krief. d'être sur le plateau de BFM TV. Vous êtes candidat à la présidentielle, issu du Nouveau Centre. On va en parler parce qu'il y a des amis à vous, d'anciens amis, des amis qui demandent votre retrait. Mais tout ça, on va l'évoquer. Tout ça, c'est une tempête dans un verre d'eau et dans un microcosme, loin des sujets centraux de cette présidentielle. On va y revenir, effectivement. C'était l'actualité aujourd'hui. On en parlera donc. Mais je voulais d'abord évoquer avec vous, ancien ministre de la Défense, ce drame qui nous touche, nous journalistes, mais qui touche tous les Français. Un grand reporter courageux qui se trouvait à Homs, la ville syrienne détenue en partie par l'opposition syrienne, et qui est mort aujourd'hui. Le premier journaliste français occidental mort en Syrie. Qu'est-ce qu'on fait face à ce drame? D'abord, je voudrais adresser mes condoléances à sa famille et dire qu'il fait partie de ces combattants de la vérité et du droit à l'information. Je le dis parce qu'on a eu aussi des otages en Afghanistan. Et ce qu'on peut simplement demander, puisqu'il s'agissait a priori d'un déplacement autorisé, c'est qu'il y ait une enquête extrêmement précise. En même temps, il faut reconnaître que même si l'armement est aujourd'hui sophistiqué, un tir d'obus reste toujours un tir d'obus avec son imprécision. Et donc, il fait partie des victimes de cette guerre syrienne. Est-ce qu'il faut aller plus loin contre la Syrie? Est-ce qu'il faut que la France... On ne peut pas aujourd'hui considérer que l'intervention militaire devienne la règle. Et puis le contexte géographique, politique de la Syrie, où c'est une guérilla urbaine, rend impossible une intervention militaire, disons les choses telles qu'elles sont. Vous l'aviez évoqué quand vous étiez ministre, vous en avez parlé? Non, à l'époque, la Syrie était encore calme. L'actualité politique française, c'est aussi ce scandale que dévoile Le Monde aujourd'hui qui concerne l'IGS, l'Inspection Générale des Services, c'est la police des polices. Elle aurait trafiqué une enquête portant sur un trafic de titres de séjour et cela aboutit à l'éviction de plusieurs hauts fonctionnaires, de police gradés et qui, comme par hasard, étaient proches de la gauche. Est-ce que vous diriez, comme Bruno Le Roux du Parti Socialiste, il faut demander des explications à Claude Guéant? Il est au centre d'un système de pouvoir qui s'est transformé en système de clan et dont il tenait toutes les manettes. Je dirais trois choses sur le sujet. La première, si les faits sont avérés, c'est extrêmement grave. Vous vous rendez compte? Il s'agit, comme vous l'avez dit, de la police des polices, c'est-à-dire d'une institution qui est chargée de faire en sorte que les grands piliers institutionnels républicains soient les plus parfaits possibles. Deuxième chose, je voudrais quand même, derrière tout ça, ne pas oublier qu'il y a 4 fonctionnaires de police dont la vie a été détruite, qui ont vécu un cauchemar absolu, puisque la cour d'appel a procédé à un non-lieu. Donc en clair, on reconnu leur innocence, a priori. Donc vous imaginez la vie de ces 4 hommes au service d'une institution depuis des décennies, 3 hommes et une femme, et qui du jour au lendemain se voient emportés par une opération menée au sein même de leur institution. La troisième chose, c'est que ça prouve à quel point on a besoin d'une justice ayant les moyens. Parce que, ça préviendrait probablement un certain nombre de faits de ce genre. Parce qu'elle serait allée plus vite, parce qu'on aurait pu en savoir plus. Parce qu'on se dirait qu'avec une justice ayant beaucoup plus de moyens, on serait capable de procéder à toutes les rectifications qui s'avèrent nécessaires et que la justice frapperait mieux et plus vite. Et mais en ce qui concerne la police, en ce qui concerne le trucage d'une enquête, si c'était le cas, est-ce qu'elle serait politique? Est-ce que vous y voyez, vous avez été au gouvernement, est-ce que vous y voyez la main du gouvernement? Est-ce que vous y reconnaissez la main du gouvernement? Voilà, alors on a eu les fadettes, on a cela, très bien, mais il n'empêche... Très bien, très bien. Non, mais je veux dire, on ne peut pas non plus considérer d'office que les gens sont coupables avant même qu'une instruction ait eu lieu. Ce que je souhaite, moi, tirer comme conséquence de tout cela, c'est que nous avons besoin d'une république irréprochable, d'une république dans laquelle on réintroduit des règles qui sont respectées et pour lesquelles on est en capacité de pouvoir corriger toutes les déviations. Et ça impose d'avoir des moyens judiciaires suffisants. Nous sommes le 26e pays en termes de moyens judiciaires en Europe. Nous avons une justice qui est en situation de pouvoir répondre au bout de 3 ans, au bout de 4 ans. Nous sommes dans une justice où aujourd'hui, rendez-vous compte de cela, on parle toujours de lutte contre la criminalité, de lutte contre la délinquance.
Les peines de prison dans les grands tribunaux ne sont plus exécutées quand elles sont de moins d'1 an. Il n'y a plus de réponse immédiate. Et je dis, s'il y a bien des sujets ou des domaines dans lesquels il faut des moyens supplémentaires, c'est bien celui du système judiciaire. Voilà sur l'actualité. Juste un mot sur le quotient familial, parce que c'était la polémique d'hier. François Hollande a dit qu'il voulait moduler le quotient familial, pas le supprimer. Valérie Pécresse a développé un argument aujourd'hui disant que ça coûterait extrêmement cher aux familles. Vous êtes pour qu'on essaye de rectifier certaines injustices par là, ou au contraire c'est une atteinte à la politique familiale? Qu'il y ait besoin de justice fiscale, sans aucun doute. Je prends un exemple. Facteur de réduction du déficit budgétaire. Les grandes sociétés du CAC 40 paient en moyenne 8% d'impôts sur les sociétés, quand la petite PME de mon village va payer plus de 30% d'impôts sur les sociétés. Moi, je propose tout simplement qu'on mette un taux minimum de 15%. Ça rapporterait à l'État immédiatement 8 milliards d'euros. Est-ce que ça poserait un problème à Total, à GDF Suez ou à la BNP? Probablement pas. Et certainement pas. Donc les grandes entreprises, mais pas les familles. Le quotient familial, il a déjà été plafonné. Oui. C'est de mémoire 1 700 ou 1 800 euros par enfant. Je pense que c'est rendre un mauvais service que de considérer qu'il s'agit là d'un facteur d'inégalité majeure. Très franchement, 1 700 euros de réduction d'impôts, alors certes, on peut considérer que pour ceux qui ont des revenus très importants, c'est encore trop. Mais on peut aussi avoir en tête qu'il y a au moins un domaine où la France est en bonne position. C'est sa démographie. Donc on n'y touche pas. Et donc c'est une très mauvaise idée. Je suis en revanche, moi pour ma part, favorable dans le cadre de la réduction du déficit, qu'on s'interroge sur le fait de verser des allocations familiales à tout le monde. Est-ce que lorsqu'on gagne 10 000 euros par mois, est-ce qu'il est bien nécessaire que vous ayez quelques 120 ou 130 euros? On module les allocations familiales en fonction du revenu. On adapte les allocations familiales en revenu. Je vous rappelle que l'UMP proposait il y a 2 ou 3 mois qu'on fiscalise les allocations familiales. Ça a fait un drame. Ce qui était là aussi idiot. Mais qu'au moins, on s'interroge dans le cadre de la nécessité de réduire l'endettement et le déficit du pays, sur la nécessité de verser encore des allocations familiales lorsqu'il s'agit de revenus élevés. Ça, au moins, c'est une piste sur laquelle on pourrait travailler. Alors, moi, je disais candidat jusqu'à quand? Parce que vous êtes assez attaqué, y compris au sein de votre famille, de votre parti. Et je voudrais que vous écoutiez, parce que ça vient de tomber, on vient de me le dire. C'est Valérie Létard, qui n'est pas une de vos amies, mais qui a parlé et qui demande votre retrait. On va l'écouter. La première question pour moi, c'est un renoncement à de la candidature d'Hervé Morin, parce que je pense que quand vous n'avez qu'une candidature de témoignage, on le voit, il ne décolle pas aujourd'hui dans le sondage, dans les enquêtes publiques, et il me semble qu'aujourd'hui, il y a d'autres voies pour cheminer. Pas facile d'être candidat dans ces circonstances. Je voudrais simplement rappeler à Valérie Létard que je la vois encore monter au premier étage du bureau de François Bayrou, c'était en 2007, expliquer avec André Santini que François Bayrou ne devait pas être candidat à l'élection présidentielle. Au moins, elle a de la permanence dans ses idées. S'il fallait considérer que le vote des Français, ce sont des sondages, je l'invite à se rappeler l'histoire de la Ve République. Je l'invite aussi à lire, puisque les sondages sont sa référence, le sondage paru entre Noël et le jour de l'an, où dans La Croix, où 75% des Français disaient que l'élection présidentielle était loin d'être leur préoccupation. Oui, je pense. Pardonnez-moi. Attendez, excusez-moi, laissez-moi finir. Oui. Deuxième chose, les Français aujourd'hui sont perdus. Ils sont désabusés, pessimistes et perdus. Et vous allez leur redonner le moral. Et je dis que dans cette période historique pour la France, où nous sommes à la croisée des chemins, il y a besoin d'une offre politique qui, au sein de la majorité, ne se limite pas uniquement, purement et simplement à Nicolas Sarkozy. Je prends un exemple. Je défends la semaine des 37 heures, parce qu'en Europe, il n'y a pas un pays qui travaille moins de 37 heures par semaine. Ça permettrait de relancer l'activité économique. On ne fait pas une campagne présidentielle pour une idée. Je donne un exemple. Attendez, parce qu'aujourd'hui, vous êtes entre 0 et 1%. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de vous dépenser de l'argent, et même vous-même, est-ce que c'est pas trop dur? Est-ce que ça vaut le coup, franchement? Est-ce que vous pourriez simplement avoir en mémoire une autre appréciation de ces mêmes sondeurs dont vous me parlez à l'instant, qui vous disent
que lorsqu'on interroge les Français, plus de 60% disent que, en effet, leur choix est loin d'être fait. Oui, mais on est à la mi-janvier. Quand on a un 0 et 1% à la mi-janvier, même si on fait, même si on fait quoi avance, eh bien, moi, je sais pas quoi. Moi, je veux être force de proposition. Et je veux être force de correction. J'ai été en effet dans le gouvernement pendant 3 ans et demi. Je ne regrette rien. Je regrette simplement une chose. Je regrette simplement une chose. C'est que cette majorité n'ait pas eu plus d'équilibre, plus de contrepoids, plus de force qui aurait corrigé ou rattrapé les erreurs de l'exécutif. Vous voyez, j'entendais un de vos confrères tout à l'heure dire, le président de la République a rappelé la nécessité de la règle d'or, de l'équilibre des déficits, de l'équilibre des comptes publics. Formidable. En 2008, nous sommes ceux qui défendons l'idée de l'instauration de cette règle d'or. Que répond à l'époque le président de la République? Et il n'y en a pas besoin. Eh bien, si on avait été une majorité plus équilibrée, entendant les observations des autres, eh bien, ça va venir. Et aujourd'hui, il y a un autre candidat qui occupe la place du centre. Et c'est François Bayrou. Lui, il a démarré sa campagne, il était à 7, il est maintenant entre 11 et 14. Oui. Donc il y a une campagne qui se développe. Sincèrement. Mais... Attendez, laissez-moi poser ma question. Lorsque, en février, vous allez vous retrouver toujours peut-être entre 0 et 1%, Nicolas Sarkozy peut-être autour toujours de 24, peut-être de 20, et François Bayrou qui montrait un peu vers lequel vous allez vous tourner. Si vous êtes vraiment un centriste, vous n'allez pas être obligé d'aller retrouver François Bayrou? Je suis un centre clair. Je ne suis ni ambigu, ni équivoque. Je ne demande pas un chèque en blanc. Je considère que la démocratie, c'est aussi un devoir de transparence pour les candidats. Justement, la transparence, ce n'est pas de dire aujourd'hui... Attendez, ce n'est pas de dire aujourd'hui, je me pose vraiment la question, je me demande si je vais vers Sarkozy ou vers Bayrou. Jean-Luc Mélenchon ou Eva Joly, on sait qu'au second tour, ils vont voter Hollande. Alors vous? Moi, je suis dans une majorité dans laquelle je veux construire une majorité plus équilibrée. Vous votez Nicolas Sarkozy ou François Bayrou? Non mais là, vous êtes sur une hypothèse où François Bayrou serait au second tour. Avant même. Non, François Bayrou, j'ai eu l'occasion de lui en parler. Je lui ai dit, toi, tu es sur l'ambiguïté au même titre qu'en 2007. Tu demandes un chèque en blanc et tu dis au lendemain du premier tour, si je ne suis pas qualifié, je vous dirai dans quelle majorité je serai. Eh bien, moi, je pense que nos compatriotes ont le droit de savoir ce qu'ils comptent faire. Donc vous irez vers Nicolas Sarkozy. Donc à quoi ça sert? Mais à quoi servent les candidatures des autres? Sinon, à faire en sorte que dans une majorité nouvelle, il y ait des propositions qui soient retenues parce que des Français ont voté pour elles et pour faire en sorte qu'il y ait plus d'équilibre et qu'on évite les erreurs. Dernière question. Je prends un exemple d'erreur. Dernière question, excusez-moi. Le bouclier fiscal... Dernière question, je suis désolée. Est-ce qu'il n'y a pas des moments, sincèrement, comme homme, où vous n'êtes pas découragé? Vous ne dites pas, allez, j'en ai marre, il m'ennuie tout ça, ça suffit. Je ne peux pas vous dire le contraire, oui. Que lorsqu'on est à 1% dans les sondages, même s'il y a une marge d'erreur de 2 à 3%, on se dit qu'en effet, on aimerait bien que ça soit meilleur. Que ce soit dur, oui, mais c'est pas parce que c'est difficile que pour autant, il faut renoncer. Je veux dire, la politique, ça n'a jamais été une partie de plaisir lorsqu'on est en campagne électorale. C'est trop dur. Oui, ben écoutez, moi, j'ai envie de défendre l'idée de la sincérité, de la lucidité, de dire aux Français, la période est dure, et moi, je vous fais des propositions pour que nous puissions avancer plutôt que le populisme et la démagogie dans laquelle on est déjà rentré. Merci. Et où, bien entendu, au lendemain des présidentielles, on déchirera le papier en disant aux Français, finalement, il va falloir faire autre chose. Merci beaucoup Hervé Morin d'être venu sur notre plateau. Restez avec nous. Dans un instant, le journal de Jean-Rémy Baudot, bien sûr. Et ensuite, un autre centriste, Dominique Paillet. Il était auprès de Jean-Louis Borloo. Il vient de publier une fiction. Éric Brunet, lui, il croit en Nicolas Sarkozy. On va faire le point avec eux après 19h40. À tout de suite.